Quantum Leap. Nous avons tout juste eu le temps avec Hello de télécharger, de traduire et de doubler cette vidéo avant que YouTube la censure. Merci de télécharger, de partager, de diffuser cette vidéo au plus grand nombre. Et un grand merci à toutes les personnes qui font des dons, car c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à traduire toutes ces vidéos. Nick Hudson est un spécialiste de statistiques et de probabilités. Possédant une grande expérience, il a été invité à s'exprimer sur la pandémie. Une préoccupation constante concernant l'augmentation aiguë des menaces imminentes pour les droits et libertés civiles durement gagnés l'ont amené à analyser les événements et conséquences des mesures prises par les gouvernements mondiaux depuis le début de la pandémie du Covid-19. Merci Alec, et je vous félicite d'avoir adopté cette approche du journalisme. C'est une pratique très rare dans le monde actuel. Et c'est une situation terrible. Panda a débuté avec une conversation, un groupe de 4 amis professionnels, un économiste, un médecin, un avocat et un petit actuaire. Ce que nous avons partagé, c'est le constat que les données, les faits, la réalité du coronavirus était très éloigné de ce que les médias et les institutions de santé publique présentaient au monde. Et nous avons vu dans ce problème les graines d'une grande tragédie. Au bout de quelques mois, nous avons compris que nos efforts en Afrique du Sud devaient passer à l'international, qu'il ne s'agissait pas d'une histoire locale et qu'il ne s'agissait pas seulement de science. Notre conseil consultatif comprend désormais certains des plus grands spécialistes des maladies infectieuses et de l'épidémiologie, lauréats de prix Nobel, et l'équipe de travail de Panda s'étend désormais sur toute la planète et comprend un grand nombre de scientifiques dont la plupart doivent être membres de Panda de manière cryptée, pour vous dire à quel point la censure dans ce monde s'est aggravée. Nous avons toujours pensé que la fermeture de la société était une erreur à bien des égards et qu'il était temps de la réouvrir. Nous pensons également que la vérité ne prévaut que si des mesures sont prises pour la faire connaître. Notre monde est saisi par la peur. Et cette peur est en grande partie le produit d'un faux récit. Quand je dis que c'est un faux récit, je vous dis que chaque élément de ce récit est faux. Le récit dit qu'il y a un virus mortel qui se répand sur la planète, que personne n'est immunisé contre lui, et qu'il n'y a pas de remède. Même les personnes asymptomatiques sont les principaux moteurs de l'épidémie de maladies. Et à moins que nous ne nous enfermions et ne portions nos masques, jusqu'à ce que les vaccins arrivent et que tout le monde se fasse vacciner, nous allons tous mourir. Et toute personne qui conteste ce récit est un fou, une menace, un danger pour la société, d'où la suppression dont parlait Alec. Mais il est, et a toujours été absolument clair pour nous, qu'aucun élément de ce récit n'est justifié face à la réalité. La réalité est qu'il existe un virus, qu'il a un impact significatif dans certaines régions du monde et que très peu de personnes sont susceptibles de générer une maladie grave, qu'il existe plusieurs traitements disponibles, que les personnes asymptomatiques, dans une ère plus raisonnable, connue sous le nom de personnes en bonne santé, ne sont pas les moteurs de l'épidémie. Les confinements et les mesures de port des masques ont été écartés par les signes précoces pour des bonnes raisons. Ils n'ont jamais été recommandés, ils ont été essayés, ils n'ont pas fonctionné et ils ont causé de grands dommages au lieu de protéger la minorité vulnérable. Cela a fait des dégâts. C'est le point de départ de l'absurdité Covid.
Cette déclaration est la plus grande désinformation de tous les temps. 2 phrases qui sont vraies en elles-mêmes. Il est vrai que le taux de létalité du Covid à cette époque était environ 3,4%. Et il est également vrai que la grippe tue généralement beaucoup moins d'1%. En fait, la plupart des gens diraient 0,1% des personnes infectées. Il ne s'agit pas des cas de personnes malades qui arrivent à l'hôpital, mais en confondant ces 2 points distincts, CFR et IFR, Tedros a effectivement menti. Et cet homme, l'un des plus grands spécialistes des maladies infectieuses au monde, a revu le sujet quelques jours plus tard en disant que cette statistique suscitait l'horreur et n'avait aucun sens. Et il avait raison. 5 mois plus tard, l'Organisation mondiale de la santé n'a eu d'autre choix que de publier son article qui démontrait à quel point il avait raison, en montrant que le taux de létalité de l'infection par le coronavirus n'était pas de 3,4%, mais de 0,23%. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que pour les gens de moins de 70 ans, ce taux n'était que de 0,05%. Les gens sont également étonnés parce que les médias ont supprimé ce fait. Qu'en mars du premier trimestre de l'année dernière, nul autre qu'Anthony Fauci a déclaré que les conséquences du Covid pourraient finalement être plus proches de celles d'une grippe saisonnière sévère. Il avait raison à l'époque et a toujours raison depuis. Mais pour des raisons qui restent un peu mystérieuses, il a eu tort en ce qui concerne ce qu'il a dit depuis. L'autre effet que cache un taux de mortalité plat est cette statistique très impressionnante, selon laquelle il existe une différence de 3 ordres de grandeur entre le taux de mortalité par infection des jeunes et celui des personnes âgées. L'idée fausse d'un nouveau virus ne fait qu'attiser la peur. La réalité est que le coronavirus est un parent très proche, pas même une sous-espèce distincte, un parent très proche du virus du SRAS de 2003. Il existe 7 coronavirus apparentés connus pour causer des maladies chez l'homme, probablement beaucoup d'autres, et 4 d'entre eux sont en circulation générale chaque année, pratiquement chaque année dans le monde entier. La dénomination de cette maladie est donc terriblement incohérente. Il s'agit vraiment d'un SRAS, d'une variante du SRAS. Ce n'est pas une nouveauté. Je pourrais parler pendant toute une journée des choses qui ne vont pas dans ce narratif. Maria Van Kerkhove, de l'Organisation mondiale de la santé. Une majorité de la population mondiale est susceptible d'être infectée. Et c'est le premier des 2 éléments clés qui mène à cette idée que tout le monde est dangereux jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'il est sain. Et nous avons pu constater dès février-mars que ce n'était pas le cas. Il y a eu l'histoire dramatique du bateau de la croisière Diamond Princess avec un virus mortel à bord. Et le capitaine a dû tenter un confinement dans des conditions où ce verrouillage était pratiquement impossible. Et ce que ce navire nous a montré, cette expérience en boîte de pétri, qui aurait dû être considérée comme une aubaine, c'est qu'une minorité de personnes ont été infectées. Une minorité d'entre elles ont développé la maladie. Une très petite minorité de celles qui étaient confinées de plus de 65 ans sont mortes. Seulement 12 personnes sur plusieurs milliers à bord du navire sont mortes. Cela montre très clairement que cette susceptibilité universelle n'a aucun sens. Une autre chose qui le rend très clair est cette carte étonnante montrant les taux de mortalité de la population dans le monde. Et tandis que vous pouvez voir qu'en Europe et en Amérique, il y a eu un problème, dans une vaste région couvrant l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et l'Océanie, le taux de mortalité de la population est de 100 par million, ce qui veut dire qu'il n'y a presque pas d'épidémie. Pour replacer les choses dans leur contexte, dans une année normale, ces pays s'attendent à avoir environ 10 000 décès par million, toutes causes confondues. Les 100 par million ne représentent donc qu'1% des décès annuels,
et sont probablement inférieurs au nombre de personnes qui meurent chaque année de la grippe, pneumonie et maladies respiratoires. La science a été très lente à publier, mais elle s'est rattrapée. Il y a maintenant des dizaines d'articles qui démontrent les mécanismes, les détails et l'étendue de ce fait qu'il existe une immunité préexistante significative due à l'exposition au virus du passé. Et cela m'amène au deuxième élément qui permet cette doctrine selon laquelle tout le monde est un danger. C'est la thèse du conducteur asymptomatique. Elle repose sur des bases très fragiles. J'ai été absolument stupéfait de découvrir la piètre qualité de la science qui sous-entend cette idée. L'un des articles fondateurs concerne une femme qui aurait infecté 16 de ses collègues alors qu'elle était asymptomatique. Mais un tout petit peu d'investigation a permis de découvrir qu'elle était traitée pour des symptômes grippaux. C'est ainsi que s'est évaporée une base importante de l'histoire de la transmission asymptomatique. Nous avons été plutôt satisfaits le 8 juin lorsque l'Organisation mondiale de la santé a reconnu le fait suivant. Maria Van Kerkhove est à nouveau montée sur la scène pour déclarer que les données montrent que la transmission asymptomatique du coronavirus est très rare, avant de se dégonfler le lendemain lorsqu'elle a été obligée de remonter sur scène pour revenir sur sa déclaration en disant qu'il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas et que nos modèles nous montrent que... et ainsi de suite, c'est une absurdité totale. Encore une fois, Fauci le savait au premier trimestre. Il a dit au monde entier que dans l'histoire des virus respiratoires de tout type, la transmission asymptomatique n'a jamais été le moteur des épidémies. Et encore une fois, la littérature rattrape son retard et nous voyons que dans les données du monde réel, une transmission symptomatique n'est pas un moteur. Passons au confinement. Mais d'où vient cette histoire ? Cet homme, Bruce Elwood, entrera dans l'histoire comme un criminel d'une immense stature. Il emmène une délégation en Chine, y passe quelques jours et revient en disant au monde entier que tout le monde devrait copier la Chine. Il n'y avait aucune raison substantielle pour dire cela. Toute la base pour dire cela était la doctrine de la susceptibilité universelle. Il était clair qu'en Chine, tout le monde n'est pas mort, donc les confinements fonctionnent. C'est tellement stupide. Avec le Covid, cela se répétait partout où vous regardiez dans les directives sur les virus respiratoires pandémiques de n'importe quel pays. Les confinements étaient exclus. On ne parle pas de confinement, parce que le terme n'existait pas, mais de mise en quarantaine des personnes en bonne santé. Les mesures qui sont rapportées comme étant inefficaces et qui ne devraient jamais être tentées incluent les quarantaines à grande échelle, les fermetures de frontières, les fermetures d'écoles, les mesures de port de masque, la distanciation sociale, toutes les choses que l'on nous force à faire. Et les mesures efficaces se limitent à l'isolement des malades et au lavage des mains, comme nous l'avons toujours fait. Encore une fois, la littérature rattrape lentement son retard. Et cette découverte arrive de plus en plus vite. Les interventions non pharmaceutiques en général, surtout les plus draconiennes, n'ont pas d'impact statistique sur les trajectoires des épidémies, qu'il s'agisse des cas ou des décès. Et on peut même dire que les interventions les plus draconiennes sont favorables à la contagion. Elles favorisent en fait la propagation. Nous l'avons vu dans les données, il y a des mois et des mois, en mai de l'année dernière. Ce que ce graphique vous montre clairement, c'est qu'il n'y a pas de relation entre la rigueur du confinement d'un pays et le nombre de décès par million dans ce pays. Cela s'appelle statistiquement une tache de peinture et cela signifie qu'il n'y a pas de relation. Une relation ressemblerait à ça. Ce n'est pas seulement dans ces données que nous avons pu constater ce fait, mais aussi dans les courbes individuelles des pays. Donc, à gauche, le Royaume-Uni, à droite, la Suède. Le Royaume-Uni a confiné de manière draconienne. La Suède, notoire, n'a jamais confiné. Si vous avez entendu le contraire, vous avez été mal informé. Ils n'ont jamais confiné en Suède.
Un statisticien qui regardait ces deux graphiques du bas vous dirait tout de suite qu'il n'y a pas eu de changement de régime. Il n'est pas possible de détecter l'initiation ou la suspension du confinement au Royaume-Uni. Le modèle statistique est identique à celui de la Suède. La maladie suit une trajectoire de déclin linéaire du taux de propagation à mesure que le nombre d'individus infectieux ou sensibles est consommé par le virus. Le confinement n'a aucun effet. Je n'aime pas vraiment les comparaisons par paires, elles ne sont pas scientifiquement solides. Mais quand elles ne montrent aucune différence, elles ont une certaine validité. Ici, vous avez le Dakota du Nord, le Dakota du Sud. Le Dakota du Nord a confiné, les restrictions commerciales, les masques. Le Dakota du Sud, rien de tout cela. La seule chose que vous puissiez dire sur cette courbe est que le Dakota du Sud, la société ouverte, a une courbe plus plate. Aucun pays n'a été plus démenti que la Suède. Il y avait des articles quotidiens dans le Guardian et le New York Times, dans le Washington Post et même le Financial Times, avertissant que si la Suède ne confinait pas, il y aurait des piles de morts, une catastrophe, le chaos. Et même les modélisateurs qui nous ont enfermés avec leurs prévisions absolument exagérées ont prédit que si la Suède ne confinait pas, elle subirait une centaine de milliers de décès supplémentaires jusqu'au mois de mai de l'an dernier, presque le double du nombre de morts d'une année normale dans ce pays. Si la Suède n'avait pas confiné, cette barre orange est ce qu'ils avaient prédit, cette barre bleue est ce qui s'est réellement passé. La Suède a connu une année normale en termes de décès, en ligne avec la moyenne décennale, selon la façon dont vous effectuez le calcul. Sur combien d'années vous faites la moyenne? Entre 0 décès en excès et 7 ou 8 000. Pas les 100 000 contre lesquels on les avait mis en garde. Ce contre quoi ils avaient mis en garde, ce qu'ils ont obtenu, un écart massif. Et je vous parie que chaque personne ici est entrée dans cette pièce avec la conviction que quelque chose avait terriblement mal tourné en Suède, en raison de son refus de confiner. C'est un mensonge. Qu'est-ce qui n'est pas un mensonge? Qu'est-ce qui est très clair dans les données? C'est que les confinements causent beaucoup de mal. Nous avons la mortalité infantile, la pauvreté rampante, la famine, le chômage, les dénis de services, l'impossibilité de diagnostiquer ou même de traiter les maladies qui ont un impact bien plus important que le coronavirus. Et nous sommes maintenant confrontés à un spectre horrible, en particulier chez les jeunes, celui des troubles psychologiques, avec une incidence de l'automutilation et du suicide, des idées suicidaires qui atteignent des niveaux jamais vus auparavant. L'éducation d'1,5 milliard d'enfants a été interrompue ou du moins gravement perturbée, même pour les quelques enfants des riches qui ont pu suivre des cours en ligne. Et ce qui est peut-être le plus difficile à avaler dans tout cela, c'est qu'en épidémiologie du premier cycle, il est bien connu que lorsqu'on est confronté à une maladie avec une forte graduation par âge, comme c'est le cas avec le coronavirus, les mesures visant à supprimer la propagation de la maladie ont pour effet de déplacer la charge de la maladie sur les personnes vulnérables que nous devrions protéger. Elles s'aggravent, vont s'aggraver et aggravent en effet la mortalité due au coronavirus. Nous terminons maintenant avec les masques, car si vous pensez que l'histoire des confinements est une histoire de fous, celle-ci est encore pire. En mars, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré, à juste titre, que le grand public n'avait aucune raison de porter des masques chirurgicaux, et encore moins des masques en tissu. 3 mois plus tard, un revirement inexplicable de la part du Dr Tedros. Et je veux que vous notiez la date de cette annonce, le 5 juin. C'est étonnant, car le même jour, l'Organisation mondiale de la santé a publié cette annonce selon laquelle il n'y a pas de preuve directe de l'efficacité du port du masque.
Le CDC a fait une volte-face similaire quelques semaines auparavant. Ces directives avaient exclu l'obligation de porter des masques et il a soudainement produit des arguments extrêmement faibles, y compris mon préféré, une étude sur 2 coiffeurs dans le Missouri, soi-disant symptomatiques, qui portaient des masques et n'ont pas infecté leurs jeunes clients, probablement non sensibles. Un non-sens absolu. Et cela contredit la publication simultanée par le CDC d'une étude de plusieurs années sur l'efficacité du masque dans le cas de la grippe, dans laquelle il n'y avait aucune preuve suggérant que même les masques chirurgicaux étaient efficaces avec ce virus. Encore une fois, quand on regarde les données, on peut comparer les États américains où le port du masque est obligatoire, en orange, avec les États américains où le port du masque n'est pas obligatoire, en bleu. Et il n'y a aucune différence, rien. L'histoire selon laquelle cela vous protège, vous ou quelqu'un d'autre, est probablement une histoire néfaste. Que fait Fauci en réponse à cela? La preuve que les choses ne fonctionnent pas. Mettons 2 masques. Quelle blague! Tom Jefferson, le célèbre épidémiologiste, a raison. On a parfois l'impression que toute une industrie attend qu'une pandémie se produise. La raison pour laquelle vous avez ce sentiment est qu'il y en a une. Big Pharma. J'adore ce mème du pape. C'est une invention, nous sommes d'accord. Ce n'est pas un fait. Mais il communique un point important. À savoir que les vaccins sont vendus comme un ticket pour la liberté par des gens qui s'apprêtent à en tirer d'innombrables milliards. Et nous arrivons très vite à l'extrême avec Gavi, l'alliance conflictuelle pour les vaccins, qui nous dit que personne n'est en sécurité si tout le monde ne l'est pas. Comme c'est pratique que nous ayons maintenant une logique qui nous dit que nous devons vacciner 7,8 milliards de personnes contre une maladie qui a un taux de survie moyen de 99,95% pour les personnes de moins de 70 ans. Ce mercantilisme est à poil. Il est transparent. Et nous avons donc cette triste situation d'adolescents qui ne sont pas vraiment à risque, faire la queue pour se faire vacciner dans le désespoir de récupérer leur liberté. Ils sont coincés entre le marteau et l'enclume. Et nous avons cette situation très dystopique, pas une nouvelle normalité, mais une nouvelle anormalité. Un test PCR qui n'est pas capable de diagnostiquer une infection. Il est faux de l'appeler test Covid. Le Covid est une maladie et non la présence d'un virus. Les chiffres de décès sont gonflés par la propagande médiatique généralisée de la désinformation par les gouvernements. Nous avons des restrictions sur nos actions et sur les voyages. Nous avons ces règles arbitraires ridicules. Il y a 2 ou 3 jours, Fauci a déclaré que les preuves montrent maintenant que la distance de 2 mètres peut être réduite à 1 mètre. Ouais, je veux dire, pouvez-vous franchement prendre une personne comme ça au sérieux? Nous avons le passeport vaccinal qui se profile, la perte des libertés individuelles à un niveau sans précédent, et ainsi de suite. Et la peur de la réinfection, la peur du Covid interminable, la peur des résurgences, des vagues, des mutations et des variants. Et c'est juste continu et inutile. Cela nous plonge dans une dystopie très orwellienne, avec des images qui n'ont jamais été vues de mémoire d'homme dans les démocraties libérales. Des images de violence, de désespoir et d'absurdité absolue. Si vous ne voyez pas en ce moment que les fondements mêmes de notre civilisation sont menacés ici, alors je vous supplie d'y réfléchir. Nous avons le choix. Nous sommes tout en haut. Nous avons été poussés au bord du précipice. Allons-nous avancer ou allons-nous rebrousser chemin? J'aimerais que vous alliez lire la grande déclaration de Barrington,
qui préconise en gros que les lignes directrices disaient ce que nous savions avant que le monde ne devienne fou, que nous devrions poursuivre une doctrine de protection concentrée et continuer nos vies. Nous avons développé cela dans un document en anglais, simple, appelé le protocole de réouverture de la société que vous pouvez télécharger sur notre site web. Mandela avait raison. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est normal d'avoir eu peur de ce virus. Le courage, c'est de triompher sur la peur. Et nous devons tous nous efforcer de l'accomplir. C'est une sacrée tâche, car il est vrai que les hommes pensent en troupeau et deviennent fous et blessés, mais ils ne retrouvent leur sens qu'un par un. C'est une tâche difficile qui nous attend. Pour revenir à la normale, nous devons organiser une campagne de sensibilisation sans précédent pour tuer ce récit néfaste, ce récit mortel de la peur et de la malice. Ensuite, nous devrons poursuivre notre travail. Il ne s'agit pas simplement de se débarrasser de cette peur. Nous devons examiner très attentivement ce qui a échoué. Quels sont les garde-fous dont nous avons besoin pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise? Merci.